Non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Je suis Lorelai, bienvenue dans Esclave Horror Story, la sagesse du non-consentement. Et ça sent d'où ce nom, Lorelai? Avertissement, je ne consens pas à ce qu'on me vole mon travail. Reproduction interdite sans mon accord manuscrit et autographié de ma main à l'encre fraîche. Ils veulent, ils peuvent pas imiter. Je fais du son pour les initiés. Les autres avec tout se faire en l'air. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. Tout droit réservé et tout droit protégé. Merci de les respecter. Lorelai, je me demande à quoi elle ressemble comme vous tous ici. J'en appelle à votre confiance. Les systèmes du Lorelai sont infaillibles. Aïssan. Note sur la suppression générale des partis politiques par Simone Veil, 1940, écrit de Londres, page 126 et les suivantes. Le mot parti est pris ici dans la signification qu'il a sur le continent européen. Le même mot, dans les pays anglo-saxons, désigne une réalité tout autre. Elle a sa racine dans la tradition anglaise et n'est pas transplantable. Un siècle et demi d'expérience le montre assez. Il y a dans les partis anglo-saxons un élément de jeu, de sport, qui ne peut exister que dans une institution d'origine aristocratique. Tout est sérieux dans une institution qui, au départ, est plébéienne. L'idée de parti n'entrait pas dans la conception politique française de 1789, sinon comme mal à éviter. Mais il y eut le club des Jacobins. C'était d'abord seulement un lieu de libre discussion. Ce ne fut aucune espèce de mécanisme fatal qui le transforma. C'est uniquement la pression de la guerre et de la guillotine qui en fit un parti totalitaire. Les luttes des factions sous la terreur furent gouvernées par la pensée si bien formulée par Tomsky, un parti au pouvoir et tous les autres en prison. Ainsi, sur le continent d'Europe, le totalitarisme est le péché originel des partis. C'est d'une part l'héritage de la terreur, d'autre part l'influence de l'exemple anglais qui installa les partis dans la vie publique européenne. Le fait qu'ils existent n'est nullement un motif de les conserver. Seul, le bien est un motif légitime de conservation. Le mal des partis politiques saute aux yeux. Le problème à examiner, c'est s'il y a en eux un bien qui l'emporte sur le mal et rend ainsi leur existence désirable. Mais il est beaucoup plus à propos de demander, y a-t-il en eux-mêmes une parcelle infinitésimale de bien? Ne sont-ils pas du mal à l'état pur, ou presque? S'ils sont du mal, il est certain qu'en fait, et dans la pratique, ils ne peuvent produire que du mal. C'est un article de foi. Un bon arbre ne peut jamais porter de mauvais fruits, ni un arbre pourri de beaux fruits. Mais il faut d'abord reconnaître quel est le critère du bien. Ça ne peut être que la vérité, la justice, et en second lieu, l'utilité publique. La démocratie, le pouvoir du plus grand nombre, ne sont pas des biens. Ce sont des moyens en vue du bien, estimés efficaces à tort ou à raison. Si la République de Weimar, au lieu de Hitler, avait décidé par les voies les plus rigoureuses parlementaires et légales de mettre les Juifs dans des camps de concentration et de les torturer avec raffinement jusqu'à la mort, les tortures n'auraient pas eu un atome de légitimité de plus qu'elles n'en ont maintenant. Or, pareille chose n'est nullement inconcevable. Seul ce qui est juste est légitime. Le crime et le mensonge ne le sont en aucun cas. Notre idéal républicain procède entièrement de la notion de volonté générale, due à Rousseau. Mais le sens de la notion a été perdu presque tout de suite, parce qu'elle est complexe et demande un degré d'attention élevé. Quelques chapitres mis à part, peu de livres sont beaux, forts, lucides et clairs comme le contrat social. On dit que peu de livres ont eu autant d'influence. Mais en fait, tout s'est passé et se passe encore comme s'il n'avait jamais été lu. Rousseau partait de deux évidences. L'une, que la raison discerne et choisit la justice et l'utilité innocente et que tout crime a pour mobile la passion. L'autre, que la raison est identique chez tous les hommes au lieu que les passions, le plus souvent, diffèrent. Par suite,
Si, sur un problème général, chacun réfléchit tout seul et exprime une opinion, et si ensuite les opinions sont comparées entre elles, probablement elles coïncideront par la partie juste et raisonnable de chacune, et différeront par les injustices et les erreurs. C'est uniquement en vertu d'un raisonnement de ce genre qu'on admet que le consensus universel indique la vérité. La vérité est une. La justice est une. Les erreurs, les injustices sont indéfiniment variables. Ainsi, les hommes convergent dans le juste et le vrai, au lieu que le mensonge et le crime le font indéfiniment diverger. L'union étant une force matérielle, on peut espérer trouver là une ressource pour rendre ici-bas la vérité et la justice matériellement plus fortes que le crime et l'erreur. Il y faut un mécanisme convenable. Si la démocratie constitue un tel mécanisme, elle est bonne. Autrement, non. Et il était dans le vrai, au vouloir injuste d'un homme. Rousseau pensait seulement que le plus souvent, un vouloir commun à tout un peuple est en fait conforme à la justice par la neutralisation mutuelle et la compensation des passions particulières. C'était là pour lui l'unique motif de préférer le vouloir du peuple à un vouloir particulier. C'est ainsi qu'une certaine masse d'eau, quoique composée de particules qui se meuvent et se heurtent sans cesse, est dans un équilibre et un repos parfait. Elle renvoie aux objets leur image avec une vérité irréprochable. Elle indique parfaitement le plan horizontal. Elle dit sans erreur la densité des objets qu'on y plonge. Si des individus passionnés, enclins par la passion au crime et au mensonge, se composent de la même manière en un peuple véridique et juste, alors il est bon que le peuple soit souverain. Une constitution démocratique est bonne si d'abord elle accomplit dans le peuple cet état d'équilibre et si ensuite seulement elle fait en sorte que les vouloirs du peuple soient exécutés. Le véritable esprit de 1789 consiste à penser non pas qu'une chose est juste parce que le peuple la veut, mais qu'à certaines conditions, le vouloir du peuple a plus de chances qu'aucun autre vouloir d'être conforme à la justice. Il y a plusieurs conditions indispensables pour pouvoir appliquer la notion de volonté générale. Deux doivent particulièrement retenir l'attention. L'une est qu'au moment où le peuple prend conscience d'un de ses vouloirs et l'exprime, il n'y ait aucune espèce de passion collective. Il est tout à fait évident que le raisonnement de Rousseau tombe dès qu'il y a passion collective. Rousseau le savait bien. La passion collective est une impulsion de crime et de mensonge infiniment plus puissante qu'aucune passion individuelle. Les impulsions mauvaises, en ce cas, loin de se neutraliser, se portent mutuellement à la millième puissance. La pression est presque irrésistible, sinon pour les saints authentiques. Une eau mise en mouvement par un courant violent, impétueux, ne reflète plus les objets, n'a plus une surface horizontale, n'indique plus les densités. Et il importe très peu qu'elle soit mue par un seul courant ou par 5 ou 6 courants qui se heurtent et font des remous. Elle est également troublée dans les deux cas. Si une seule passion collective saisit tout le pays entier est unanime dans le crime. Si 2 ou 4 ou 5 ou 10 passions collectives le partagent, il est divisé en plusieurs bandes de criminels. Les passions divergentes ne se neutralisent pas comme c'est le cas pour une poussière de passions individuelles fondues dans une masse. Le nombre est bien trop petit, la force de chacune est bien trop grande pour qu'il puisse y avoir neutralisation. La lutte les exaspère. Elles se heurtent avec un bruit vraiment infernal et qui rend impossible d'entendre une seconde la voix de la justice et de la vérité, toujours presque imperceptible. Quand il y a passion collective dans un pays, il y a probabilité pour que n'importe quelle volonté particulière soit plus proche de la justice et de la raison que la volonté générale, ou plutôt que ce qui en constitue la caricature.
La seconde condition est que le peuple ait à exprimer son vouloir à l'égard des problèmes de la vie publique, et non pas à faire seulement un choix de personnes, et encore moins un choix de collectivité irresponsable, car la volonté générale est sans aucune relation avec un tel choix. S'il y a eu en 1789 une certaine expression de la volonté générale, bien qu'on eût adopté le système représentatif, faute de savoir en imaginer un autre, c'est qu'il y avait eu bien autre chose que des élections. Tout ce qu'il y avait de vivant à travers tout le pays, et le pays débordait alors de vie, avait cherché à exprimer une pensée par l'organe des cahiers de revendication. Les représentants s'étaient en grande partie fait connaître au cours de cette coopération dans la pensée. Ils en gardaient la chaleur, ils sentaient le pays attentif à leurs paroles, jaloux de surveiller si elles traduisaient exactement ses aspirations. Pendant quelque temps, peu de temps, ils furent vraiment de simples organes d'expression pour la pensée publique. Pareille chose ne se produisit jamais plus. Le seul énoncé de ces deux conditions montre que nous n'avons jamais rien connu qui ressemble même de loin à une démocratie. Dans ce que nous nommons de ce nom, jamais le peuple n'a l'occasion ni le moyen d'exprimer un avis sur aucun problème de la vie publique. Et tout ce qui échappe aux intérêts particuliers est livré aux passions collectives, lesquelles sont systématiquement, officiellement encouragées. L'usage même des mots de démocratie et de république oblige à examiner avec une attention extrême les deux problèmes que voici. Comment donner en fait aux hommes qui composent le peuple de France la possibilité d'exprimer parfois un jugement sur les grands problèmes de la vie publique? Comment empêcher, au moment où le peuple est interrogé, qu'il circule à travers lui aucune espèce de passion collective? Si on ne pense pas à ces deux points, il est inutile de parler de légitimité républicaine. Des solutions ne sont pas faciles à concevoir. Mais il est évident, après examen attentif, que toute solution impliquerait d'abord la suppression des partis politiques. Pour apprécier les partis politiques selon le critère de la vérité, de la justice, du bien public, il convient de commencer par en discerner les caractères essentiels. On peut en énumérer 3. Un parti politique est une machine à fabriquer de la passion collective. Un parti politique est une organisation construite de manière à exercer une pression collective sur la pensée de chacun des êtres humains qui en sont membres. La première fin est, en dernière analyse, l'unique fin de tout parti politique est sa propre croissance, et cela sans aucune limite. Par ce triple caractère, tout parti est totalitaire, en germe et en aspiration. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets.